Il arrive un moment dans la vie où l'on essaye de tout faire parfaitement. On planifie, on lutte, on s'accroche. Et malgré tous vos efforts, les choses tournent mal, ou même quand elles tournent bien, on se sent vide. Mais alors, arrive un moment. La fatigue vous gagne, vous lâchez prise. Et à cet instant précis, quelque chose d'inattendu se produit. Tout devient fluide. Ce n'est pas un hasard. Carl Jung, au terme de décennies de recherche, l'a compris. L'esprit humain est animé par deux forces. L'une contraint, l'autre guide. Et le plus souvent, nous écoutons la mauvaise. Cette vidéo existe précisément pour cette raison. Parce que certaines choses attendent d'être révélées. Qui vous a dit cela? Qui vous l'a appris? Que si vous travaillez plus dur, vous gagnez. Si vous vous accrochez plus fort, vous ne perdrez pas. Lâcher prise est une faiblesse. Abandonner, un échec. Lutter, une vertu, et vous avez grandi avec ces croyances. Vous êtes entré dans la vie avec ces croyances. Vous les avez revêtues comme une armure. Et vous y avez cru. Nous y avons tous cru. Parce que ces mots étaient partout. On les entendait en famille, on les apprenait à l'école, on les lisait dans les témoignages de réussite. La formule « forcer pour gagner » est tellement ancrée en nous qu'on ne se pose même plus la question. Pourtant, Carl Jung, l'un des esprits les plus brillants du XXe siècle, a écouté les gens pendant des décennies. Il a étudié leurs rêves, leurs peurs, leurs lassitudes, leurs effondrements et leur renaissance. Après des milliers d'heures de travail analytique, il a constaté à maintes reprises le même schéma qui le surprenait à chaque fois. Ceux qui souffraient le plus étaient ceux qui s'efforçaient le plus de contrôler. Ils ne souffraient pas seulement, ils étaient épuisés, vidés, quelque chose était étouffé en eux. Et ils ne s'en rendaient pas compte car ils persistaient, se disant « Je vais faire plus d'efforts, réfléchissez-y ». Vous vous êtes tellement accroché à une relation pour ne pas la perdre que cette relation a fini par suffoquer. L'amour ne peut exister par la force. Plus vous insistez, plus l'autre personne sent que quelque chose cloche, se retire instinctivement, et plus vous vous accrochez, le cercle vicieux se referme. Vous avez tellement forcé que le sens, l'enthousiasme, la curiosité qui vous y avait initialement lié avait déjà disparu. Il ne restait plus qu'une obligation, et chaque matin, vous vous leviez avec ce fardeau. Vous vous êtes accroché si fort à ce rêve que la vie a commencé à prendre une autre direction alors que vous consultiez encore une vieille carte. Jung appellerait cela la compulsion de l'ego. L'ego est le petit moi. Cette voix intérieure qui craint, calcule, compare et veut contrôler. Le seul but de l'ego est de rester en sécurité. Et pour cela, il essaye de tout prévoir, de tout réparer, de tout faire entrer dans une formule connue. Mais la vie ne rentre pas dans une formule. Et à mesure que l'ego vous contraint, vous vous déconnectez de quelque chose de plus profond. Ce quelque chose de plus profond est appelé soi ou le soi en psychologie jungienne. Contrairement à l'ego, le soi est entier. Il porte en lui à la fois la lumière et l'obscurité. Il connaît le passé et l'avenir. Et surtout, le soi ne contraint pas. Le soi attire. Tel un fleuve qui coule de sa source à la mer, le soi vous attire silencieusement vers votre véritable voie. Mais l'ego bloque ce flux. « Non, va-t'en », dit-il. « Non, accroche-toi », dit-il. « Non, ce chemin est dangereux », dit-il. Et la voix du soi se perd dans le tumulte de l'ego. Jung l'exprimait ainsi, « L'inconscient agit comme un guide divin nous orientant. Le problème, c'est que l'ego étouffe cette voix. Quand on la force, on ne l'entend plus. Car la forcer, c'est du bruit, c'est un cri intérieur. C'est un état de panique qui crie « Je ne suis pas à la hauteur, je dois en faire plus, je dois m'accrocher plus fort. » Et dans cet état de panique, cette voix profonde, calme et directrice devient inaccessible. Mais le véritable drame, c'est que la forcer ne vous coupe pas seulement de cette voix, cela vous coupe aussi de vous-même. Car une personne qui vit longtemps sous le poids de son ego finit par ne plus pouvoir distinguer son propre désir de celui dicté par la peur. La réponse à la question « Est-ce que je le veux vraiment ?» devient floue. Il devient de plus en plus difficile de savoir qui l'on est, ce que l'on veut, quelle est sa place. Et c'est à ce moment-là que commence la lassitude la plus profonde. De l'extérieur, tout peut sembler aller bien. Il y a le travail, les relations, les projets. Mais à l'intérieur, il y a un vide. Non, pas un silence. C'est une absence. C'est précisément ce que Jung a découvert. Le prix à payer pour forcer les choses n'est pas seulement l'épuisement. Le prix à payer pour forcer les choses, c'est de se perdre soi-même. Et quand on se perd soi-même, aucun gain extérieur ne peut combler ce vide. Car ce qui a besoin d'être comblé, ce n'est pas l'extérieur, mais l'intérieur.
Et c'est précisément au cœur de ce vide que la plupart des gens commencent à se contraindre encore davantage, comme s'ils pensaient pouvoir le combler par un nouvel objectif, un nouveau plan, un nouvel effort. Mais c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Ce que Jung a compris, c'est que la fin de l'effort n'est pas un effort supplémentaire, mais un arrêt, un simple arrêt. Et dans cet instant d'arrêt, quelque chose longtemps réduit au silence se remet à parler. Cette voix qui vous attendait depuis des années, qui vous cherchait depuis des années, mais pour que cela se produise, il faut d'abord accepter ceci. L'épuisement n'est pas un signe d'échec, mais le signe que l'on s'égare. Maintenant, je vais vous poser une question, et je tiens vraiment à ce que vous soyez honnête avec vous-même, juste pour cet instant. Combien de fois avez-vous tellement désiré quelque chose que vous n'étiez plus sûr de le désirer vraiment? Combien de fois avez-vous renoncé à vous-même, franchi vos propres limites, étouffé votre voix intérieure, simplement pour éviter de perdre quelqu'un? Combien de fois avez-vous attendu que tout aille bien, pour finalement sentir qu'au fond de vous, quelque chose était déjà terminé, mais vous n'arriviez pas à vous l'avouer, alors vous avez continué? Le contrôle nous procure un sentiment de sécurité. C'est pourquoi nous nous y accrochons tant. Contrôler, c'est se dire « au moins j'ai ça ». Au moins je peux stabiliser cette variable, retenir cette personne, façonner ce résultat. Et ce sentiment est agréable. Mais ce sentiment n'est qu'une illusion, car ce que vous croyez contrôler, c'est en réalité vous contrôler. Jung l'a compris il y a des décennies et a écrit « Tout ce que vous n'intégrez pas à votre inconscient vous reviendra comme votre destin. Réfléchissez-y. Le sentiment que vous fuyez, la peur du rejet, l'angoisse de la solitude, le sentiment d'inadéquation. Plus vous le refoulez, plus votre vie produit des événements qui le confirment. Vous avez tellement peur de lâcher prise que vous essayez de tout contrôler. Et à force de tout contrôler, vous vous étouffez vous-même et votre entourage. Ce que vous fuyez vous rattrape. Ce que vous forcez à fuir s'éloigne de vous. Ce n'est pas un hasard. C'est la logique même de l'âme. Et cette logique ne correspond pas au calcul de l'ego. Prenez un instant et posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous stresse actuellement? Une relation, une décision, une question d'identité, un avenir? Si vous ressentez clairement ce stress, c'est un signe. L'ego s'accroche à quelque chose, et quelque chose de plus profond tire dans une autre direction. La tension entre les deux vous épuise, et vous essayez de la résoudre en travaillant plus, mais en vain. Car le problème n'est pas un manque d'effort, mais un problème de direction. L'aspect le plus insidieux de l'illusion de contrôle est le suivant. Elle vous épuise tout en vous entretenant l'espoir. Si je fais un petit effort, si je persévère un peu plus, si je me contrôle un peu plus, ça finira par arriver, vous dites-vous. Et ce un petit effort peut vous miner pendant des années. C'est le schéma que Jung observait chez ses patients. Ils couraient dans la mauvaise direction depuis des années, mais ils ne s'étaient pas arrêtés, car s'arrêter leur paraissait un aveu d'échec. Or, s'arrêter n'était pas un échec. S'arrêter, c'était entrevoir la vérité pour la première fois. L'illusion de contrôle empoisonne aussi les relations. Vous vous efforcez constamment d'être bon pour éviter de perdre quelqu'un. Vous évitez les conflits, vous dissimulez vos limites, vous minimisez vos propres besoins. Et au bout d'un moment, l'autre personne ne vous aime plus, elle aime le rôle que vous jouez. Non pas votre véritable personnalité, mais le masque que vous avez créé. Jung appelait cela la persona, le visage que nous montrons au monde extérieur. La persona est fonctionnelle dans la vie sociale. Mais lorsque le personnage devient la totalité de l'être, c'est à dire lorsque le masque s'accroche si fort qu'on en oublie le visage qui se cache dessous, alors toute connexion authentique devient impossible. Car personne ne peut aimer votre masque. On ne peut aimer que vous. Et tant que vous vous cachez derrière un masque, vous ne pouvez même pas vous sentir aimé. La vérité est la suivante. Le contrôle n'est pas synonyme de sécurité, c'est un emprisonnement. Et les murs de cette prison sont si familiers que la plupart du temps, vous ne les voyez même plus. Vous vous demandez simplement, pourquoi suis-je si fatigué? Pourquoi me sens-je si vide? Pourquoi me sens-je si seul? Mais vous cherchez la réponse à l'extérieur. Pourtant, la réponse est à l'intérieur. Lâcher prise ne signifie pas que tout s'écroule. Au contraire, lorsque vous lâchez prise, ce qui existe réellement se révèle. Et parfois, ce fondement est bien plus solide que vous ne le pensez. Mais pour le voir, il faut d'abord ouvrir la main. Et oui, c'est effrayant. Jung le savait aussi. Il n'a dit à personne « N'ayez pas peur ». Il a simplement dit « La peur ne doit pas vous arrêter. La peur est aussi une voix de l'inconscient, et cette voix mérite d'être entendue,
mais non pas obéi. La coercition n'est pas de l'énergie, c'est un gaspillage. Et à mesure que cette énergie est gaspillée, cette voix profonde qui vous guiderait vers votre véritable chemin s'affaiblit peu à peu, s'estompe, devient inaudible, jusqu'à ce que vous vous arrêtiez. Et s'arrêter n'est pas un acte aussi passif qu'il n'y paraît. S'arrêter peut être l'acte le plus courageux que l'ego puisse accomplir. Car lorsqu'il s'arrête, l'ego a l'impression de se perdre. Mais ce qui est perdu, c'est le faux mur de sécurité qu'il a érigé. Et lorsque ce mur s'effondre, découvrir ce qui se cache derrière est terrifiant, mais aussi libérateur. Jung a compris qu'au moment où l'on comprend que ce que l'on croit contrôler nous contrôle en réalité, quelque chose change en nous. Quelque chose de petit, mais de profond. C'est comme un poing serré depuis des années qui s'ouvre enfin. Et dans cette main ouverte, il n'y a pas de vide, mais de l'espace. De l'espace pour que quelque chose de nouveau entre, pour que quelque chose de réel puisse respirer. C'est précisément cela, l'abandon. Vous l'avez entendu. Peut être il y a longtemps, peut être la semaine dernière, peut être ce matin même, mais vous l'avez entendu. Vous l'avez peu. Être appelé instinct, conscience, peut être simplement une étrange sensation, peut être j'avais quelque chose en tête, mais je n'y ai pas prêté attention. Voilà, c'est exactement de cela dont nous parlons. Jung lui a donné un autre nom, la voix du soi. Et cette voix ne fonctionne pas comme l'ego. L'ego crie, menace, calcule, compare, s'emballe. La voix du soi ne crie jamais. Elle n'exige rien. Elle ne force rien. Elle ne met personne au pied du mur. Elle vient silencieusement souvent dans les rêves, dans des moments apparemment fortuits, dans ce bref mais intense instant où elle murmure « stop » au milieu de la fatigue. Et vous reconnaissez cet instant parce qu'il était différent des autres, comme une clarté, comme une reconnaissance, comme si quelque chose que vous saviez depuis très longtemps, mais que vous n'arriviez pas à exprimer, avait refait surface. Jung n'a pas découvert cette voix par hasard. Il dut y faire face au cœur même de sa propre crise. Lorsque Jung se sépara de Freud, ce ne fut pas une simple rupture professionnelle. Ce fut un effondrement qui ébranla les fondements mêmes de son identité. Freud était son mentor, celui qu'il considérait comme un père, et la fin de cette relation le marqua profondément. Il perdit sa carrière, sa réputation, des décennies d'amitié. De l'extérieur, tout semblait s'écrouler, et Jung fit preuve d'un courage immense. Il se tourna vers l'intérieur, et non vers l'extérieur. Il examina ses rêves, il suivit les symboles de l'inconscient, il fit face à ses propres ténèbres, ses propres peurs, sa propre ombre. Il ne força rien. Il ne chercha pas à résoudre le problème. Il écouta, tout simplement. Et de ce silence, de cet abandon, de cette introspection, naquirent les plus grandes découvertes de sa vie. La théorie de l'individuation, l'inconscient collectif, les archétypes, le travail sur l'ombre, tout cela prit forme durant la période la plus sombre de Jung, son moment de plus grande vulnérabilité. Ce processus de lâcher prise. Ce n'est pas un hasard, c'est la preuve tangible de l'écoute de la voix du soi. Il est essentiel d'aborder ici une distinction fondamentale, car la confusion entre ces deux notions conduit à une mauvaise compréhension de l'abandon, ce qui peut mener soit à une passivité excessive, soit, à l'inverse, à un contrôle encore plus rigide. Abandonner et s'abandonner sont deux choses bien différentes. Abandonner, c'est dire « je m'en fiche, j'ai lâché prise, advienne que pourra ». S'abandonner, c'est dire « je me détache de ce que je ne peux contrôler et je fais confiance à un flux, une intelligence, une guidance qui me dépasse ». Le premier naît du désespoir, le second de la confiance. Le premier naît de l'épuisement, le second de la maturité. Et selon Jung, cette confiance, la capacité à transcender l'ego, représente le sommet du développement psychologique. Jung était extrêmement clair à ce sujet et l'a souligné à maintes reprises dans sa pratique clinique comme dans ses écrits personnels. L'image de Dieu est le symbole le plus profond du soi. Et le soi nous appelle à l'intégration, à être authentique, à être entier, à dépasser la division. Pour Jung, il ne s'agissait pas d'une injonction religieuse, mais d'une réalité psychologique, qu'on l'appelle Dieu, conscience universelle ou la vie elle-même. Lorsque l'on s'ouvre à la guidance d'une force supérieure, des portes s'ouvrent, portes que notre petit ego ne peut contrôler. Et ces portes s'ouvrent non par la force, mais par l'abandon. Alors pourquoi cette voix est-elle si difficile à entendre? Parce que la vie moderne maintient la voix de l'ego à son maximum. Notifications, tâches, attentes, comparaisons,
pression sociale, tout cela nourrit l'ego et étouffe la voix du soi. La voix du soi vit dans le silence. Et nous fuyons le silence car, dans le silence, d'autres choses surgissent en même temps que cette voix. Des émotions refoulées, des vérités que nous refusons de voir, des questions que nous remettons à plus tard. C'est pourquoi nous nous précipitons sur notre téléphone. C'est pourquoi nous avons toujours besoin de bruit. C'est pourquoi être occupé est devenu une vertu. Mais Jung dit, le courage d'entrer dans ce silence est précisément ce qui vous sauvera. Car c'est seulement dans le silence que la voix du soi peut se faire entendre. Et c'est seulement lorsque cette voix est entendue que la véritable direction se révèle. Vous avez déjà entendu cette voix. Peut être lors d'une petite décision, peut être à un tournant décisif, peut être avez-vous dit « je ne le sens pas » et vous aviez raison, mais vous n'avez pas écouté. Peut être avez-vous dit « je ne veux pas vraiment de ça » et vous vous êtes tu. À ce moment-là, c'était le moment où Euse vous a parlé. Et maintenant la question est, saurez-vous écouter la prochaine fois? Il est temps d'affronter le plus grand mensonge. Car le plus grand mensonge qu'on raconte sur l'abandon est celui-ci. Si tu lâches prise, tu perds. Ce mensonge est si profondément ancré, si solidement enraciné en nous dès notre plus jeune âge, que le simple fait de le remettre en question aujourd'hui suscite une résistance. Lâcher prise, c'est de la faiblesse. Se rendre, c'est de la défaite. Persévérer, c'est de la vertu. Cette formule est l'essence même de tout ce qu'on nous a appris. Mais demandez-vous, où cette formule vous a-t-elle mené? Vous sentez-vous plus paisible ou plus fatigué? Plus épanoui ou plus vide? Plus proche de vous-même ou plus éloigné? La réponse est souvent d'une clarté douloureuse, et parvenir à cette clarté est la première étape pour déconstruire le mensonge sur l'abandon. Jung a apporté un témoignage à la fois théorique et personnel contre ce mensonge. Théoriquement, il a dit « la résistance renforce l'inconscient ». Autrement dit, plus vous résistez, plus vous rejetez, plus vous fuyez. Plus ce que vous fuyez grandit, plus cela s'enracine, plus cela acquiert un pouvoir insidieux. Une émotion refoulée ne disparaît pas. Il devient tout simplement invisible et continue de vous contrôler depuis son invisibilité. Il l'a prouvé personnellement. Au tournant décisif de sa vie, cette longue période sombre et épuisante qui a suivi sa rupture avec Freud, Jung s'est abandonné. Il n'a pas lutté. Il n'a pas cherché à se sauver. Il ne s'est pas précipité pour redorer son blason. Au contraire, il s'est tourné vers l'intérieur, a attendu, a écouté et a fait confiance au chemin que ce processus lui réserverait. Et cet abandon ne l'a pas détruit. Cet abandon l'a transformé. C'est ce cheminement à travers cet abandon qui a fait de lui l'un des esprits les plus originaux de l'histoire de la psychologie. Ce n'est pas un hasard. C'est l'un des exemples les plus concrets illustrant la véritable nature de l'abandon. Abordons maintenant l'idée fausse la plus insidieuse concernant l'abandon. Beaucoup confondent abandon et passivité. À quoi bon essayer si c'est pour abandonner? À quoi bon bouger si c'est pour abandonner? Se disent-ils. Mais c'est une totale incompréhension de l'abandon. L'abandon n'est pas l'inaction. L'abandon, c'est renoncer à aller dans la mauvaise direction. La différence est immense. Toute action motivée par l'ego, la peur, le désir d'éviter de perdre, est un pas dans la mauvaise direction. Une action guidée par le soi, avec une clarté intérieure, avec le sentiment que « c'est juste » est un mouvement né du lâcher-prise. La première vous consume, la seconde vous nourrit. Comprendre la différence entre les deux peut changer le cours de votre vie. C'est précisément ce que Jung appelait l'individuation, le passage du contrôle de l'ego à la guidance du soi. Cette transition ne se fait pas instantanément. Ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête, c'est un processus, et le seuil le plus critique de ce processus est le moment où vous comprenez que le lâcher-prise n'est pas une faiblesse, mais une preuve de maturité. Car il est facile de forcer les choses, il est facile de vouloir tout contrôler. L'ego est fait pour cela. Mais lâcher prise, vraiment, profondément, malgré la peur, cela exige le plus grand courage. Maintenant, je vais vous poser une question concrète. Y a-t-il eu un moment dans votre vie où vous avez lâché prise et où cela vous a apporté un bienfait inattendu? Un moment où l'on se détache d'une relation et où l'on pousse un soupir de soulagement. Un moment où l'on abandonne un projet et où une autre porte s'ouvre. Un moment où l'on renonce à poursuivre une dispute et où cet abandon apporte une paix intérieure inattendue. Presque tout le monde vit un tel moment. Et ce moment est la preuve personnelle qui dément le mythe de l'abandon. Jung disait « Ces moments ne sont pas accidentels.
Ce sont de petits signes, mais bien réels, de ce qui se produit lorsque le soi nous guide, lorsque l'ego s'efface. Et si cela a fonctionné à petite échelle, cela fonctionnera à grande échelle. On ne s'effondre pas lorsqu'on cesse de contrôler. Au contraire, pour la première fois, on se tient sur ce qui est réellement. L'abandon ne fait pas disparaître le sol. Il fait disparaître le faux sol. Et lorsque le faux sol s'effondre, oui, pendant un instant, on a l'impression de tomber. Mais en dessous, le vrai sol, qui est toujours là, nous soutient. Jung avait confiance en cela. Et cette confiance l'a porté de sa période la plus sombre à ses découvertes les plus lumineuses. Elle peut vous porter aussi. Mais il faut aussi le dire, le lâcher-prise n'est pas un acte ponctuel. C'est une attitude qu'il faut choisir à nouveau chaque jour, à chaque instant de décision, à chaque moment décisif. L'ego se réactive chaque matin. Chaque matin, on a envie de persévérer, de revérifier, de recalculer. Et chaque matin, consciemment ou inconsciemment, on fait un choix. Écoutez la voix de l'ego ou cette voix plus profonde. Jung n'a peut-être pas défini ce choix comme la pratique quotidienne de l'individuation. Mais c'est essentiellement ce qu'il voulait dire. La transformation ne se construit pas dans des moments spectaculaires, mais dans de petits choix discrets et répétitifs. Et chaque lâcher-prise facilite le suivant, car la confiance grandit avec le temps. Alors, comment y parvenir? Car il est facile de dire « lâcher prise », s'abandonner. Mais lorsque vous vous réveillez le matin et que cette angoisse familière vous étreint à nouveau, lorsque ce besoin de contrôle vous reprend, une idée abstraite ne suffit pas. Il faut une porte concrète, une porte que l'on peut franchir, toucher et emprunter encore et encore. M'appuyant sur les travaux de Jung et les connaissances accumulées par la psychologie moderne dans ce domaine, je vais vous parler de 3 portes. Ces portes transforment le concept d'abandon en une pratique réalisable. Et aucune de ces portes ne vous invite à tout lâcher, à être indifférent. Au contraire, elle vous invite à vous connecter à la vie avec une attention plus profonde, une bienveillance plus sincère et une participation plus authentique. La première porte, le silence. Mais le silence dont il est question ici n'est pas simplement l'absence de bruit. C'est un calme intérieur. C'est s'asseoir 15 minutes par jour, seulement 15 minutes, sans rien prévoir, sans chercher à résoudre quoi que ce soit, sans rien produire. Téléphone éteint, pas de liste, pas d'objectif. Juste vous et tout ce qui vous traverse l'esprit. Au début, ce sera extrêmement inconfortable, car l'ego ne sait pas exister dans le vide. Il a toujours besoin d'être occupé, penser, planifier, s'inquiéter, contrôler. Et lorsque vous vous asseyez en silence, l'ego s'agite, et vous pousse à faire quelque chose de plus productif. Mais apprendre à demeurer dans cette agitation, c'est la première étape, car cette agitation finit par passer. Et lorsqu'elle passe, quelque chose se cache en dessous, une clarté, un murmure. La voix du soi ne devient audible que lorsque le bruit de l'ego s'apaise. Jung a consacré une grande partie de son travail à ce silence. Il a étudié ses rêves, suivi ses visions intérieures, écouté en silence les symboles de son inconscient. Et ce silence était le pont qui l'a conduit des ténèbres à la lumière. Vous aussi, vous pouvez construire ce pont. 15 minutes par jour. Chaque jour. Non pas avec insistance, mais fidèlement. La deuxième étape. Reconnaître la résistance, mais ne pas y céder. Cette étape requiert une conscience légèrement plus subtile. Chaque fois que vous ressentez une pression intense dans votre vie, comme l'obligation de répondre immédiatement à un message, de régler un différend sur le champ, de prendre une décision aujourd'hui, arrêtez-vous. Prenez un instant pour vous interroger. Qui est à l'origine de cette pression? Qui crée cette précipitation? Est-ce vraiment moi qui la désire, ou est-ce ma peur? Est-ce ma propre voix, ou l'écho des attentes des autres? Cette question paraît anodine. Mais en prenant l'habitude de se la poser, une distinction cruciale se dessine en vous. La différence entre la voix de l'ego et la voix du soi. La voix de l'ego est pressante, autoritaire, menaçante. Si tu ne le fais pas maintenant, il sera trop tard. Si tu laisses faire, tu perdras. Si tu ne la maîtrises pas, tout s'effondrera. La voix du soi, en revanche, est patiente, claire, calme. Elle ne juge pas. Elle ne menace pas. Elle guide, tout simplement. Apprendre à distinguer ces deux voix, c'est là l'essence même de la seconde voix. Jung a également inclus cela dans son ouvrage sur la visualisation active. Observez vos voix intérieures, dialoguez avec elles, mais abordez chacune d'elles avec la même distance. Ne laissez aucune vous dominer. Soyez l'observateur et non l'être prisonnier. La troisième porte, dite
Je suis ouvert à ce qui est, au lieu de ce qui doit être sera. Cette distinction peut paraître subtile, mais son sens est extrêmement profond. L'expression « ce qui doit être sera » véhicule un fatalisme passif. C'est comme si vous étiez absent et que la vie agissait pour vous. C'est une forme de fuite des responsabilités, sans aucun rapport avec l'abandon dont parlait Jung. Mais l'expression « je suis ouvert à ce qui est » signifie tout autre chose. Elle dit « je suis là, je suis prêt, j'agis, je m'efforce, je participe, mais je ne détermine pas le cours des choses. Elles ne se dérouleront peu, être pas comme prévu. Elles n'arriveront peu, être pas par la porte que j'attends. Et je suis ouvert à cela. J'ai confiance. Cette confiance n'arrête pas le mouvement. Au contraire, cela libère le mouvement. Car, moins obnubilé par le résultat, on devient capable de percevoir les signes qui se présentent à nous en chemin. On devient capable de vivre pleinement le voyage lui-même. Et souvent, les plus belles choses émergent de chemins inattendus, mais on ne peut les voir qu'en étant ouvert à ce qui est. Comme le disait Jung, la vie n'est pas un problème à résoudre, c'est un mystère à vivre. Et les mystères ne se résolvent pas par la force. Ils s'ouvrent grâce à la curiosité, la patience, le lâcher-prise et le courage de franchir ces 3 portes. Ces 3 portes ne constituent pas une promesse abstraite. Elles offrent 3 étapes concrètes, à vivre, à répéter et à mettre en pratique au quotidien. Le silence, la conscience et l'ouverture. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, car ces mots ne parlent pas à tout le monde. Cette conversation est profonde. Elle ne s'adresse pas à tous, mais certaines personnes, et vous en faites probablement partie, sentent au fond d'elles-mêmes, en silence, parfois même inconsciemment, qu'il faut que quelque chose change. Des personnes lassées de vouloir tout contrôler. Des personnes épuisées de forcer les choses. Des personnes qui constatent que la formule « je vais faire plus d'efforts » ne fonctionne plus. Et des personnes qui commencent à se demander « peut-être, existe-t-il une autre voie ?» Cette question semble anodine, mais selon Jung, c'est elle qui déclenche le processus d'individuation. Car se poser cette question, c'est ouvrir la première brèche dans la domination absolue de l'ego. Et de cette brèche jaillit la lumière. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Tout ce dont nous avons parlé depuis le début de cette vidéo, la force, l'illusion du contrôle, la voie du soi, le lâcher-prise, les 3 portes, tout cela converge vers une seule chose, redéfinir qui vous êtes. Car jusqu'à présent, vous vous définissiez peu, être ainsi, je suis quelqu'un qui lutte, je suis quelqu'un qui ne renonce jamais, je suis quelqu'un qui garde tout sous contrôle. Cette identité vous a donné du pouvoir un temps, mais elle vous a aussi emprisonné. Car être un combattant, c'est voir tout comme un champ de bataille. Être quelqu'un qui ne renonce jamais, c'est s'accrocher même quand il faudrait lâcher prise. Être un contrôleur, c'est se perdre quand on n'a plus le contrôle. Le processus que Jung appelle individuation est précisément celui qui consiste à dissoudre ces anciennes définitions de l'identité et à atteindre une identité plus profonde, plus authentique, plus intégrée. Et cette nouvelle identité ressemble à ceci. Je choisis, je ne réagis pas. J'écoute, je n'impose pas ma volonté. Je fais confiance, je ne contrôle pas. Ce n'est pas une identité passive, c'est une identité bien plus forte. Car réagir, répondre automatiquement à chaque stimulus, ne requiert pas de force. La véritable force réside dans la capacité à respirer profondément et à choisir le moment où un stimulus se présente sans se laisser submerger par lui. La véritable force ne réside pas dans la volonté de tout contrôler, mais dans la conscience de ses limites et dans la capacité à orienter son énergie vers ce qui est juste. La véritable force ne consiste pas à forcer le cours de la vie, mais à rester ouvert à ce qu'elle nous offre. Et cette force ne provient pas de l'ego. Ce pouvoir émane du soi. Tout au long de sa vie, Jung a invité chacun à accéder à ce pouvoir. Dans sa pratique clinique, dans ses écrits, dans son propre parcours de vie, il a toujours lancé le même appel. Retournez à votre plénitude véritable, à votre véritable nature, à votre véritable vie. Vivez pleinement, sans porter de masque. Aimez-vous, sans vous soucier du rôle que vous jouez. Faites confiance au flux de la vie, sans vous soucier du plan. Maintenant, j'aimerais vous poser une question, et je vous invite à la prendre au sérieux. À la fin de cette vidéo, que ressentez-vous? Une prise de conscience? Un sentiment de « oui, je le savais, mais je n'arrivais pas à l'exprimer » Une sensation de légèreté? Ou au contraire, le poids de la confrontation avec une réalité que vous refusiez de voir? Quel que soit votre ressenti,
Il est authentique. C'est le soi qui vous parle. Entendre cette voix marque le début de ce voyage. Car une nouvelle identité ne se construit pas en un instant. Elle se forge non pas par une décision soudaine, mais par de petits choix quotidiens. Chaque fois que vous insistez et dites « Stop, laisse-moi écouter ». Chaque fois que vous voulez contrôler et dites « Je lâche prise, je fais confiance ». Chaque fois que vous voulez redevenir comme avant et dites « Non, maintenant je choisis », ces choix vous transforment peu à peu. Ce n'est pas une transformation spectaculaire, c'est une transformation discrète. Mais les transformations les plus durables sont toujours les plus discrètes. Écrivez ceci en commentaire aujourd'hui. Je cesse de forcer les choses. Une seule phrase. Mais cette phrase est un engagement, une promesse envers vous-même. Et parfois, il faut dire les choses avant de les intégrer, car les mots façonnent l'esprit. Et en écrivant cette phrase, vous ressentirez peu être quelque chose s'éveiller en vous, un petit éveil mais bien réel. C'est le moment où la première pierre de votre nouvelle identité se met en place. Abonnez-vous à notre chaîne, car ce voyage ne s'arrête pas là. Cela ne fait que s'aggraver. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.